Bonjour les cinquièmes, nous allons travailler sur une nouvelle leçon qui s'intitule F4, la circulation sanguine. Nous avons vu que pour de nombreux animaux, comme pour l'homme, le sang est le moyen de transport jusqu'aux organes du dioxygène nécessaire. Donc, comment le sang peut-il assurer l'approvisionnement des organes en dioxygène dans l'ensemble de l'organisme? C'est parti! Observons le cœur sur des images IRL. Cette technique permet de voir l'intérieur des organes. Sur le document A, nous voyons le cœur en relâchement, c'est-à-dire lorsqu'il se remplit de sang, alors que sur le document B, nous voyons le cœur lors de la contraction cardiaque. Le volume de la cavité cardiaque est plus élevé sur le document A au moment du relâchement. Nous pouvons comparer donc le volume de la cavité cardiaque au moment du relâchement document A à son volume au moment de la contraction appelée systole. Cette information peut être vérifiée par une observation en coupe de ces cavités cardiaques au moment du relâchement document C et au moment de la contraction cardiaque document D. Donc, lorsque le cœur se contracte, son volume diminue et il éjecte le sang qu'il contenait dans les vaisseaux qui vont ensuite emmener ce sang jusqu'aux organes de l'organisme. Bilan 1. Le cœur est un muscle creux qui se contracte de façon rythmique. À chaque contraction, le sang est expulsé vers les organes du corps. Nous savons que le dioxygène est nécessaire pour que tous les organes restent en vie, mais que lors d'un effort, les muscles doivent recevoir plus de dioxygène pour produire plus d'énergie. Comment est-ce possible? Comparons la fréquence cardiaque et le volume de sang éjecté du cœur pour trois activités d'intensité différentes. En bleu, nous avons les valeurs d'une personne qui se tient debout. En orange, nous avons les valeurs obtenues pour cette même personne lorsqu'elle réalise un jogging. Et en rouge, nous avons les valeurs obtenues pour cette personne lorsqu'elle réalise une course, c'est-à-dire un effort intense. Pour la fréquence cardiaque, sur le premier graphique, nous pouvons voir que la fréquence cardiaque exprimée en battements par minute augmente avec l'intensité de l'effort. Pour le volume d'éjection systolique, exprimé en millilitres, c'est-à-dire le volume de sang qui sera éjecté du cœur, nous obtenons la même évolution. Ce volume augmente en fonction de l'intensité de l'activité. De ce fait, nous pouvons dire que le débit cardiaque augmente lors d'un effort intense afin d'assurer un approvisionnement en dioxygène à tous les organes. Cependant, tous les organes n'ont pas besoin de plus de sang lors d'un effort physique. De plus, le volume de sang dans l'organisme ne varie pas. Si nous comparons le débit sanguin au niveau de chaque organe lors d'un effort physique, nous voyons que les muscles reçoivent beaucoup plus de sang. Mais d'autres organes, comme le tube digestif, n'ont pas de modification de leur débit sanguin. Sur notre document, les muscles passent de 1,2 litres par minute au moment du repos à 22 litres par minute lors d'un effort. Pour la peau, il y a une légère augmentation entre le repos et l'effort. Le cerveau, quant à lui, va garder une consommation en sang qui sera la même. Et pour les organes du tube digestif, le débit sanguin, lui, va par contre fortement chuter. Donc au moment d'un effort, nous pouvons voir que les organes qui auront besoin de produire de l'énergie et qui ont donc besoin de nutriments et de dioxygène vont recevoir plus de sang au détriment d'autres organes qui ne sont pas en pleine activité à ce moment-là, comme les organes du tube digestif.
Notre corps fait donc un choix des organes qu'il va principalement irriguer en fonction de l'activité. Comment peut-on augmenter ou diminuer l'irrigation d'un organe? Regardons pour comprendre une micrographie du muscle. Sur cette micrographie, nous pouvons voir que le muscle possède de nombreux capillaires sanguins. Ces capillaires sanguins sont des vaisseaux très fins à travers lesquels vont se faire les échanges de dioxygène et de glucose. Lors du repos, nous pouvons voir que très peu de capillaires reçoivent du sang. Alors qu'au moment de l'effort, le sang va passer par tout le réseau capillaire qui se trouve à l'intérieur de l'organe. La différence va se faire grâce à des petites structures qui s'appellent des sphincters, qui sont de véritables petits interrupteurs et qui vont permettre d'ouvrir ou de fermer le réseau de capillaires en fonction des besoins. Au moment du repos, le muscle consomme peu de dioxygène et donc ne nécessite pas un apport en sang très important. Par contre, au moment d'un effort, les sphincters précapillaires vont s'ouvrir, ce qui va permettre un afflux de sang dans l'ensemble du réseau de capillaires et qu'il y ait suffisamment de dioxygène et de glucose qui soient amenés pour fabriquer de l'énergie. Bilan 2. Lors d'un effort physique, le débit de chaque organe du corps est modifié en fonction des besoins. Les muscles reçoivent plus de sang afin d'assurer l'approvisionnement en dioxygène et en nutriments. Cependant, nous savons que le sang permet aussi de rejeter le dioxyde de carbone. Comment le sang peut-il transporter à la fois le dioxygène et le dioxyde de carbone? Observons pour comprendre un cœur de mouton. De l'extérieur, nous pouvons voir que le cœur est constitué de deux parties. La partie supérieure qui se nomme les oreillettes et la partie inférieure qui se nomme les ventricules. Le cœur présente une partie droite et une partie gauche. Sur le document, la droite et la gauche n'ont pas été inversées, mais le cœur est en face de nous, donc ce qui correspond à une position droite et gauche inversée par rapport à la nôtre. Si on réalise une coupe transversale dans le cœur, nous allons pouvoir observer les cavités qui sont situées à l'intérieur, car en effet, nous observons deux cavités. Sur le côté gauche, nous voyons une cavité qui est entourée par une épaisse paroi musculaire, alors que sur le côté droit, la paroi est bien moins épaisse. La partie centrale s'appellera la cloison médiane. La cavité située à gauche va être celle dans laquelle on trouvera le sang riche en dioxygène. C'est pour ça que ce sang qui doit être propulsé avec beaucoup de force dans tout l'organisme est entouré par une paroi très épaisse constituée d'un muscle très fort. De l'autre côté, par contre, côté droit, nous aurons le sang qui est riche en dioxyde de carbone. Et il va être propulsé, mais juste pour aller jusqu'au poumon, et donc cela nécessite moins de force au moment de la propulsion. Il y a donc bien dans le cœur deux cavités, ce qui permet qu'à aucun moment le sang riche en dioxygène ne se mélange au sang pauvre en dioxygène mais riche en dioxyde de carbone. Regardons sur un schéma simplifié du cœur. Le cœur est bien constitué de chaque côté par une première cavité appelée oreillette, puis par un ventricule au-dessous. Si l'on trace le trajet du sang, il va rentrer par les veines caves du côté droit. Une fois dans l'oreillette, il va être propulsé dans le ventricule, d'où il sera chassé pour partir par l'artère pulmonaire jusqu'au poumon.
Du côté gauche, c'est du sang riche en dioxygène qui va rentrer par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, puis le sang passe dans le ventricule gauche, d'où il sera chassé vers une artère très épaisse qui s'appelle l'artère aorte et qui va ensuite se ramifier dans tout l'organisme pour aller distribuer du sang à tous les organes. Bilan 3. Le cœur est une double pompe. La partie droite du cœur, à gauche sur le schéma, contient du sang riche en dioxyde de carbone. La partie gauche du cœur, à droite sur le schéma, contient du sang riche en dioxygène. Dans l'organisme, il y a donc une circulation pour le sang riche en dioxygène et une circulation pour le sang riche en dioxyde de carbone, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-contre. Nous pouvons repérer le sang riche en dioxyde de carbone qui sort depuis la partie droite du cœur pour rejoindre par les artères pulmonaires les poumons. Au niveau du poumon, le dioxyde de carbone est rejeté dans l'air au niveau des alvéoles et le dioxygène va dans le sang où il va descendre grâce aux veines pulmonaires jusqu'au cœur, où il sera propulsé par l'artère aorte qui va se diviser pour donner toutes les grandes artères du corps et rejoindre ainsi tous les organes. Au niveau des organes, les échanges se font, le dioxygène passe dans les tissus et le dioxyde de carbone retourne dans le sang. Nous avons donc une circulation pulmonaire qui permet l'enrichissement en dioxygène et une circulation générale qui permet d'amener à chaque organe le dioxygène dont il a besoin. Il y a donc une double circulation sanguine. Voilà, c'est fini. Vous pouvez réécouter la vidéo si vous le souhaitez.